Bonjour tout le monde, on va aborder aujourd'hui l'hémolyse. On va commencer avec l'hémolyse physiologique qui est la destruction des globules rouges après une vie de 120 jours. Donc globules rouges, c'est l'un des éléments figurés du sang. On a globules rouges, plaquettes et globules blancs. Et le globule rouge a une durée de vie qui est limite, qui est de 120 jours. Après 120 jours, il y aura une destruction des globules rouges, donc ce qu'on appelle l'hémolyse. Et à l'issue, on aura libération, donc par conséquence, quand il y aura destruction des globules rouges, il y aura libération du principal constituant qui est l'hémoglobine, libération et catabolisme de l'hémoglobine. Ce processus, il est composé par un mécanisme de production continue et régulier, ce qu'on appelle l'érythropoïèse. Donc, l'hémolyse physiologique, il est composé par l'érythropoïèse. Donc, il y a un équilibre entre la production et la destruction. Voilà. Il faut faire la différence entre l'hémolyse physiologique et l'hémolyse pathologique. L'hémolyse pathologique, c'est la destruction précoce et exagérée des globules rouges circulants, c'est-à-dire une durée de vie des globules rouges qui sera raccourcie. Donc, elle sera moins de 120 jours. On va voir un petit rappel sur le globule rouge qui est, on vient de dire qu'il fait partie de l'un des éléments figurés du sang. Son rôle principal, c'est le transport de l'oxygène. Il est issu de l'érythropoïèse. L'érythropoïèse, elle s'effectue au niveau de la moelle à partir d'une cellule souche hématopoïétique qui va donner des progéniteurs. Ces progéniteurs, ils vont s'engager dans une lignée érythroïde et donner des précurseurs. Précurseurs sont morphologiquement identifiables. Quand on fait la moelle, on a ces différentes cellules. On a la première cellule, c'est le proérythroblaste qui va subir une maturation, une division, donc il va donner des érythroblastes basophiles, ensuite polychromatophiles, acidophiles jusqu'à réticulocytes. Au cours de cette maturation et division, donc on aura diminution de la taille de la cellule, diminution du volume du noyau et le cytoplasme il va la diminution de la basophilie du cytoplasme qui va virer vers l'acétophilie qui correspond à la synthèse de l'hémoglobine. L'acétophile, il va perdre son noyau et donner des réticulocytes. Ça, c'est caractéristique de cette cellule. C'est une cellule qui est anucléée. Elle ne possède pas de noyau. Donc, il y aura des restes d'ADN-C qui permettent d'identifier les réticulocytes grâce à la coloration de bleu grésil brillant. Après, elle va quitter, donc le réticulocytes vont quitter la moelle. Au niveau du sang, au bout de 24-48 heures, ils vont donner des globules rouges matures qui ont l'aspect d'un... Donc, ils sont circulaires, coloration rosée, qui correspond à l'hémoglobine, avec une petite dépression à l'intérieur. Le volume moyen est de 8 microns. Au microscope électronique, il y a la particularité de la forme des globules rouges qui a la forme biconcave, qui lui permet donc, ça facilite donc, son passage dans les petits vaisseaux. Voilà, elle a une capacité de déformabilité très importante. Donc, le globule rouge est constitué de trois éléments. Donc, on a la membrane avec cytosquelette qui va donner et qui va assurer cette déformabilité, cet aspect biconcave, qui va assurer cet aspect biconcave. Donc, la membrane doit être intègre, donc elle doit être bien formée pour qu'elle assure la forme des globules rouges. Également, les échanges, il y a des pompes, il y a des protéines qui traversent la membrane, il y a des membranes intracellulaires, intrinsèques et extrinsèques, il y a, donc qui vont permettre d'assurer l'équilibre entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Il y a également des antigènes qui permettent d'identifier des globules rouges, ce qu'on appelle les groupes sanguins qu'on va voir dans le prochain cours. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement sur la membrane. On a également les enzymes qui assurent la protection de l'hémoglobine et de la membrane contre l'oxydation.
Donc voilà les enzymes grâce aux différents métabolismes énergétiques. Donc les métabolismes énergétiques ont besoin des différentes enzymes pour produire de l'énergie, de l'ATP, et pour produire des constituants qui vont permettre de protéger l'hémoglobine et la membrane contre l'oxydation et permettre au globule rouge d'effectuer sa fonction. Il y a le troisième constituant principal constituant qui est l'hémoglobine qui est formé de 4 chaînes de globine. Dans chaque chaîne, il y a de l'hème qui fixe du fer et elle va permettre de fixer de l'oxygène et le transport de l'oxygène. Voilà. Pour la durée de vie des globules rouges ou bien l'hémolyse physiologique, il est calculé grâce aux méthodes isotopiques. Donc, on marque le globule rouge, ensuite on va suivre le destin de ces globules rouges. On a remarqué que la demi-vie des globules rouges, elle est de 30 jours et la durée de vie, ça c'est la durée de vie moyenne, la demi-vie moyenne, et ça c'est la durée de vie moyenne des globules rouges qui est de 120 jours. Voilà pour la durée de vie. Après 120 jours, il y aura ce qu'on appelle le vieillissement des globules rouges qui correspond à la diminution progressive de l'activité des enzymes. Donc, puisque les enzymes assurent la protection contre l'oxydation de la membrane et de l'hémoglobine, donc il y aura de l'hémoglobine qui va être oxydée. L'oxydation est réversible. Donc la formation de corps de Hens qui sont facilement phagocytés par les macrophages. Donc quand il y aura une destruction, donc les enzymes, il n'y aura pas de l'ATP, donc il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas d'ATP, il n'y a pas d'éléments antioxydants, donc il n'y aura pas de protection ni de la membrane, ni de l'hémoglobine. Donc, la membrane ne va pas exercer sa fonction qui est l'équilibre entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Du coup, il y aura une augmentation du sodium, diminution du potassium intracellulaire, augmentation du calcium, il y aura une baisse du volume globulaire. Il y aura formation d'hémoglobine, donc l'hémoglobine oxydée, et qui va aboutir au gonflement de la cellule. Ensuite, cette cellule, elle n'est plus fonctionnelle, elle n'est plus de bonne qualité, elle sera détruite, ce qu'on appelle l'hémolyse. Donc, l'hémolyse, elle est due essentiellement à la particularité des globules rouges, donc ils ne possèdent pas d'ADN ni de ARN, donc incapacité du système protéique. Il a un stock enzymatique, le globule rouge a un stock enzymatique et énergétique qui est limité et prédéterminé, et l'usure et disparition de ces constituants vont aboutir au vieillissement de globules rouges. Donc voilà pourquoi il y aura la destruction des globules rouges après 120 jours. Donc, et elle se fait essentiellement au niveau intratissulaire, donc 85%. Il y a 15% qui est au niveau vasculaire. Principal siège de destruction, c'est au niveau de la moelle 50%, 25% au niveau de la rate et le foie 25%. Le devenir des constituants des globules rouges. Donc il y aura la membrane qui sera détruite. C'est bon. On a des enzymes, il y a diminution et disparition des enzymes. Il reste l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle sera séparée. Globine et de l'hème. Globine, c'est des acides aminés qui vont être recyclés. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'hème. L'hème, donc le fer, il va gagner son cycle fermé. Donc il va être réutilisé par notre processus d'érythropoïèse, donc va être réutilisé, il va gagner ou bien stocké sous forme de réserve. On a vu déjà ça dans l'anémie prive. Et le noyau tétrapyrolique, il va subir dans le système réticulo-endothélial une décarboxylation. Donc, il va donner de la biliverdine. Donc, le noyau tétrapyrolique, parce qu'on a dit l'hémoglobine, elle est formée de l'hème et de globine. Globine, c'est les acides aminés, et l'hème, elle est formée noyau tétrapyrolique et le fer. Voilà. Donc, le noyau tétrapyrolique avec décarboxylation, il y aura la formation de la biliverdine. Biliverdine, elle va être transformée en bilirubine libre. Cette bilirubine, elle est liposoluble. Donc, elle va subir une glucuroconjugaison au niveau du foie.
grâce à l'enzyme qui est glucuronyle transférase. Donc, on aura de la bilirubine qui est hydrosoluble. Cette bilirubine hydrosoluble, elle va être libérée par la bile dans l'intestin. Donc, il va être transformé en stercobilinogène. Donc voilà, elle va être bien sûr dans l'intestin, elle va subir une transformation d'abord en neurobilinogène, soit elle va passer dans l'intestin, elle va subir une autre transformation qui est stercobilinogène et être libérée avec les matières fécales, ce qui va donner la couleur des matières fécales, ou bien elle va gagner elle va passer par le cycle entéro-hépatique, donc elle va être réabsorbée et transformée en neurobiline qui va être éliminée par le rein. Donc ça, c'est le circuit, ce qu'il faut retenir, que l'hémoglobine, elle va être scindée, les globines acides aminés qui vont être réutilisés et libérés dans la circulation sanguine, le fer, elle va regagner son cycle fermé, et l'hème, elle va, noyau tétrapyrolique, elle va être transformée en biliverdine, ensuite en bilirubine libre, ensuite en bilirubine, en bilirubine, en bilirubine indirecte, qui va subir une glucuroconjugaison au niveau du foie, qui va donner bilirubine conjuguée, qui va être libérée dans la bile, qui va être transformée en neurobilinogène. Elle doit soit passer dans le cycle entéro-hépatique, elle va être réabsorbée, ensuite peut-être libérée par le rein sous forme d'eurobiline, soit elle va être transformée en stercobilinogène et elle va être libérée dans les matières fécales, elle va donner la couleur des matières fécales. Donc, c'est ça le circuit de l'hémoglobine et le catabolisme de l'hémoglobine. Donc, ça, c'est un autre schéma qui explique tout ce qu'on vient de dire. Il y a plusieurs schémas qui sont disponibles dans le net. Vous pouvez consulter ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle, ça, c'est l'hémolyse physiologique. Et ce mécanisme, ce processus, il est compensé par l'érythropoïèse. Il y a l'hyperhémolyse, c'est la diminution et le raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Donc, globules rouges inférieurs à 120 jours. Donc, on a le mécanisme soit intratissulaire, ce qu'on vient de voir, ou bien intravasculaire, quand c'est aigu, quand il y a de l'hémolyse aiguë subitement, donc on aura une destruction des globules rouges au niveau, au niveau tissulaire, on vient de voir les différentes étapes. Mais en intravasculaire, l'hémoglobine, elle sera libérée, ce qu'il faut retenir au niveau du plasma. Donc, le véhicule de cette hémoglobine, c'est l'aptoglobine. Donc, l'hémoglobine, elle sera liée à l'aptoglobine. Du coup, il y aura diminution, effondrement de l'aptoglobine qui vont être... Donc, ou bien l'hémoglobine, elle va être libérée dans le rein, ce qui va donner de l'hémoglobinurie et l'hémocidinurie, c'est du fer qui va être libéré dans les urines. Donc, voilà ce qu'il faut retenir dans l'hémolyse intravasculaire. Voilà. Si on fait la différence, donc il y a deux types d'hyperhémolyse. Il y a soit l'hémolyse qui est généralement chronique intratissulaire, ou bien intratissulaire, c'est chronique, ou bien hémolyse aiguë qui est intravasculaire, subitement, donc d'une façon aiguë. L'hémolyse intravasculaire, ce qu'il faut se rappeler, l'hémolyse intravasculaire, c'est état de choc. Donc, une pâleur, tachycardie, poufilant, hypotension, oligurie jusqu'à les urines rouges foncées, donc parce qu'il y a de l'hémoglobine, jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc, c'est un état de choc. Sur le plan biologique, on vient de voir. Donc, il y a diminution de l'hémoglobine, il y a augmentation de l'hémoglobinémie et augmentation de l'hémoglobinurie et l'hémocidinurie. Et effondrement de l'aptoglobine. Donc, ça, c'est les signes biologiques de l'hémolyse intravasculaire. Par contre, l'hémolyse intratissulaire, c'est l'installation de la triade. La pâleur, c'est l'anémie.
L'ictère, c'est l'hémolyse, c'est la bilirubine qui est libérée. Et splénomégalie, parce que c'est le site de la destruction des globules rouges. Du coup, on aura une hypertrophie de la rate, on aura une splénomégalie. Il faut retenir la triade hémolytique dans l'hémolyse intratéculaire. Par contre, la triade, elle est incomplète dans l'hémolyse parce qu'on n'a pas le temps, c'est aigu. Et le corps n'a pas le temps de développer la rate, donc la splénomégalie. Donc, on aura la pâleur et le subictaire. Par contre, dans l'hémolyse intratéculaire, on a la triade hémolytique complète, c'est la pâleur, l'ictère, splénomégalie. Sur le plan biologique, on a l'anémie et bien sûr la régénération. C'est une anémie qui est régénérative. C'est un taux de réticulocyte qui est supérieur à 120 000. Pour le bilan d'hémolyse, on a les signes de régénération au niveau du frottis. On a vu quels sont les signes de régénération au niveau du frottis. C'est-à-dire ce qui reflète qu'il y a un taux de rétic supérieur à 120 000. On a la polychromatophilie, on a la macrocytose, on a la myélémie, on a l'érythroblastose. Donc ça, c'est les 4 signes de régénération. Qu'est-ce qu'on a également? On a de la bilirubine indirecte qui est élevée. Pourquoi? Au début, la bilirubine, elle est normale parce que le foie arrive à faire la glucuroconjugaison. Mais quand il sera dépassé, l'hémolyse intratéculaire, c'est chronique. C'est pas... ça, ça met du temps. Donc c'est en long cours. Donc, il n'y aura pas de... Donc, le foie n'arrive plus à faire la glucuroconjugaison. Donc, on aura de la bilirubine indirecte qui sera élevée. Voilà pourquoi la bilirubine, elle est indirecte élevée. On a également l'aptoglobine qui est diminuée. Donc, c'est en récapitule. Donc, on a une anémie qui est régénérative. Dans l'intratéculaire, c'est la triade hémolytique. Anémie régénérative au niveau de l'hémolyse en cas d'hémolyse intratéculaire, l'aptoglobine, elle est basse. Bilirubine indirecte élevée, il n'y a pas d'hémoglobinémie et hypoglobinurie. Mais en cas d'hémolyse intravasculaire où l'hémolyse elle est aiguë, donc au bout de 24-48 heures, la moelle elle n'a pas le temps de régénérer. Donc, elle n'a pas encore, il n'y a pas encore de régénération. Donc, l'anémie, elle est arégénérative au début. Ensuite, il y aura la régénération parce que la cause, elle est périphérique. L'aptoglobine, puisque l'hémoglobine, on aura de l'hémoglobine en excès au niveau du plasma. Donc, l'aptoglobine, elle va être liée et on aura effondrement du taux d'hémoglobine, aptoglobine, ça c'est spécifique, donc aptoglobine effondrée. Bilirubine, au début elle est normale parce que le foie arrive à faire la glucuroconjugaison, mais c'est quand c'est chronique et ça donc ça devient chronique, donc il y aura une bilirubine indirecte qui sera élevée dans la phase chronique. La phase aiguë, donc on aura l'hémoglobinémie et l'hémoglobinurie en cas d'hémolyse intravasculaire. Donc ça, ce qu'il faut, le plus important, c'est connaître c'est quoi l'hémolyse physiologique, c'est quoi l'hémolyse pathologique et c'est quoi l'hémolyse intratéculaire et l'hémolyse intravasculaire et faire la différence cliniquement et biologiquement. Cliniquement, l'aigu intravasculaire, c'est l'état de choc. D'accord? Parce que c'est aigu. Et l'intratéculaire, c'est la triade hémolytique, la pâleur, subictaire et la splénomégalie. Sur le plan biologique, si on a hémolyse intratéculaire, c'est surtout la bilirubine indirecte qui est élevée. On a aptoglobine qui est basse. Mais dans l'hémolyse intravasculaire, il y a de l'hème qui est libéré, de l'hémoglobine qui est libérée. Donc on aura l'aptoglobine effondrée et on a une hémoglobinémie et hémoglobinurie. C'est ça le plus important. Les causes de l'hyperhémolyse, donc on a dit que le globule rouge, soit il est de sa morphologie ou l'un de ses constituants, il est anormal, donc il y a un problème des constituants des globules rouges, donc soit un problème d'hémoglobine, soit un problème au niveau de la membrane, soit un problème au niveau des enzymes. Donc généralement les causes corpusculaires, c'est des causes congénitales, c'est des pathologies héréditaires. Voilà. Donc, soit anomalie d'hémoglobine qualitative ou quantitative. Hémoglobine, qualitativement, elle n'est pas normale. Il y a synthèse d'une autre hémoglobine, il y a une mutation qui va transformer cette hémoglobine. Elle va donner hémoglobine anormale, comme la drépanocytose. Et on a soit un problème de quantité, donc elle n'est pas produite, les chaînes ne sont pas produites en
quantité suffisante, donc on aura une anomalie quantitative, c'est surtout l'exemple de syndrome thalassémique. Ensuite, on a soit anomalie de la membrane, donc surtout, on a vu qu'elle est constituée de protéines claires. S'il y a un problème de protéines autres, donc on aura ce qu'on appelle la microsphérocytose héréditaire. Si on a un déficit en enzymes, donc essentiellement soit GSPD ou PK. Voilà. Pour les causes extracorpusculaires, quand il y a une agression extérieure, elle vient de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Soit un problème immunologique, soit un problème non immunologique. Les problèmes immunologiques, soit des auto-anticorps qui s'attaquent aux globules rouges. Donc, c'est l'anémie hémolytique auto-immune. Donc, on va identifier des anticorps sur les globules rouges. D'accord? Il y a un autre problème, soit un problème allo-immunisation, c'est des anticorps qui n'appartiennent pas au corps. Donc, ils sont apportés par autre chose. Par exemple, transfusion, donc un accident transfusionnel. On donne du sang qui n'est pas compatible avec la personne. Donc, il y aura un conflit anticorps-antigène, donc qui va donner un accident, une destruction des globules rouges. D'accord? Immunoallergique, c'est généralement médicamenteux. Les non immunologiques, soit infectieuses comme le paludisme, toxiques ou bien mécaniques quand on a une valve mécanique, valve cardiaque mécanique, valve mitrale mécanique. Donc il y a le passage du globule rouge. À chaque fois, il passe par cette valve mécanique, surtout en cas de désinsertion. Elle est mal placée. Donc il y aura une destruction des globules rouges. Donc voilà les deux chapitres donc, et les deux volets des causes de l'hypérimolyse, soit les causes corpusculaires, un problème au niveau du globule rouge, soit une agression extérieure extracorpusculaire, extrinsèque. Corpusculaire, c'est l'un des constitutions, généralement, c'est des pathologies qui sont congénitales. Et corpusculaire, extracorpusculaire, c'est généralement acquis, une agression de l'extérieur, soit une maladie auto-immune, donc qui va donner des auto-anticorps qui vont s'attaquer, soit alloimmunisation par transfusion, etc., soit infection, etc. Donc voilà les causes de l'hypérimolyse, et comme ça, on peut aborder la prochaine fois les anémies hémolytiques. Ben, j'espère que ça a été clair. Bon courage et merci pour votre attention. À la prochaine séance. Inch'Allah.